Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro Télé, une semaine exceptionnelle avec des émissions exceptionnelles de Bienvenue en Ile-de-France. Vous aurez nos meilleurs conseils de lecture, nos meilleurs conseils avec les meilleures tables de Paris, les meilleures sorties et les meilleurs sites à visiter. On commence aujourd'hui avec nos meilleurs conseils de lecture et d'abord les Résurrections de Notre-Dame. C'est un beau livre, c'est une belle œuvre, c'est même un chef-d'œuvre. Et puis vous aurez les meilleurs conseils de lecture à Paris, sur Paris et bien sûr sur les environs de la capitale. Bienvenue dans les chefs-d'œuvre littéraires et historiques. Bienvenue en Ile-de-France. Et on commence donc avec un beau livre, c'est même vraiment un chef-d'œuvre sur Notre-Dame, les Résurrections de Notre-Dame. Les trois invités que nous avons aujourd'hui ont un point commun, ils ont un amour commun, ils ont en commun une femme, c'est Notre-Dame. Bonjour Mathieu Lours. Bonjour. Vous êtes historien de l'architecture, professeur en classe préparatoire à l'école du Louvre et spécialiste des édifices religieux. On vous doit notamment la grâce des cathédrales et puis votre contribution à rebâtir Notre-Dame de Paris. Bonjour Jean-Michel Legnaud, vous êtes président de la Société des Amis de Notre-Dame, historien de l'art, ex-titulaire d'une chaire à l'École pratique des hautes études et à l'École nationale des chartes et à l'École du Louvre. N'en jetez plus. Vous êtes spécialiste de l'histoire des cathédrales à l'époque contemporaine et de l'œuvre de Viollet-le-Duc. Ça tombe bien, on va y revenir parce qu'il y a une large part qui est de cet ouvrage qui est consacré à Viollet-le-Duc, qu'on réhabilite maintenant de plus en plus. Jean-Pierre Cartier, bonjour, vous êtes agrégé d'histoire et vous avez été cérémoniaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On le disait hors antenne juste avant le début de cette émission, ça fait partie des curiosités parisiennes. Vous êtes laïque, mais vous avez été cérémoniaire. Exactement. Et un très beau défenseur et promoteur des grandes liturgies à Notre-Dame de Paris sous l'ère Lustiger et ses successeurs. On va y revenir ensemble. D'abord, messieurs, question, que retenez-vous de la réouverture de Notre-Dame qui a été l'événement, j'allais dire, de cette saison? Jean-Michel Legnaud. Une succession d'événements. D'abord, il y a eu l'ouverture officielle, puis une série de messes. Et je pense que c'est plus encore que la cérémonie officielle elle-même, avec les chefs d'État, etc. C'est cette succession qui donne la dimension du sacré. Le sacré, ça prend du temps. Et c'est aussi de la répétition dans le rituel. Le rituel, c'est de la répétition. Et le fait que ça ait duré au moins 8 jours, j'ai trouvé ça très impressionnant. C'est pour moi l'élément déterminant. Qu'est-ce qui a impressionné le cérémoniaire que vous êtes? Bien, je dirais un peu les mêmes choses que M. Legnaud ici, c'est-à-dire il y a eu cette octave après la cérémonie de réouverture, puis la consécration de l'hôtel majeur, et il y a eu pendant cette durée la réappropriation par l'ensemble des communautés du diocèse, alors très grande diversité, de cette cathédrale, puisque chaque jour, il y avait 2 célébrations, et au cours de chacune de ces 2 célébrations, une partie des représentants du diocèse, les communautés religieuses, les prêtres, les diacres, etc., ont repris la possession de cette cathédrale, et cette cathédrale a retrouvé en 8 jours, là, sa dimension diocésaine, qui est extrêmement importante. Elle est redevenue l'église mère, comme on a l'habitude de le dire. Mathieu Lours, qu'est-ce que vous avez retenu? La complexité des retrouvailles. C'est-à-dire qu'on était très heureux de retrouver Notre-Dame, parce qu'elle nous avait manqué pendant 5 ans, on l'avait connue suivant la modalité du chantier, et dans le même temps, il y avait une espèce de frisson de la voir magnifiée, enfin propre, enfin nettoyée, enfin restaurée. C'était Notre-Dame telle qu'on l'avait connue, mais c'était Notre-Dame telle qu'on l'avait rêvée, en quelque sorte. Et de cette tension procède un sentiment assez étonnant qu'ont peut-être connu nos ancêtres à la fin des restaurations après les 2 guerres mondiales, peut-être. Mais nous, on le connaît très peu, cette idée de retrouver quelque chose qu'on a perdu et qu'on retrouve encore mieux qu'avant. Finalement, et ça c'est un des points centraux de l'ouvrage, notamment sous votre plume, Jean-Michel Legnaud, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un
un paradoxe, c'est que après la tragédie de l'incendie, finalement, les Français, les Parisiens et le monde entier a pu revivre, pour reprendre ce que disait Mathieu Lours, quelque chose que finalement ont vécu peu de personnes, c'est de vivre un moment, la résurrection, même la construction d'une cathédrale. Oui, en fait, j'aime pas trop ce mot construction, reconstruction qui est introduit dans le vocabulaire politique. C'est une restauration, même la flèche. On sent que celui qui a étudié Viollet-le-Duc, hein, le défenseur et le promoteur de Viollet-le-Duc. Oui, c'est pas une reconstruction. Bon, j'ai oublié ce que je voulais dire, ça ne fait rien. On va vous reposer. Alors non, la question qui était posée, c'était est-ce que finalement le moment exceptionnel, pour reprendre un terme que ne démentirait pas Jean-Pierre Cartier, la grâce spéciale qu'il y a eu, c'est de pouvoir vivre quelque chose qu'ont pu vivre effectivement ceux qui ont assisté à la première construction de la cathédrale, oui, en fait, ou bien ceux qui ont pu assister à la renaissance de la cathédrale de Paris après la restauration de Viollet-le-Duc. Je crois que ce qui a été extrêmement nouveau, c'est la brutalité de l'événement. Et cette brutalité de l'événement a énormément frappé et a déprimé la société. Une partie des gens ont pensé c'en est fini de la religion au cœur de Paris. D'autres ont dit qu'est-ce qui va se passer ? Nous sommes veufs. Et ça a duré comme cela pendant 5 ans. Le principal mérite de cette restauration qui a duré seulement 5 ans, qui s'est faite rapidement, peut-être trop rapidement, le principal mérite, c'est précisément d'avoir rouvert l'édifice très vite. Et même au lendemain des guerres mondiales, les bâtiments qui ont été restaurés, reconstruits, ont mis beaucoup plus de temps. La restauration de Notre-Dame de Reims, ça fait l'objet de très très nombreux débats entre anticléricaux et le cardinal d'Angenieux. Et puis finalement, ça a pris quand même un bon nombre d'années avant que ça soit restauré. Là, ça s'est fait très vite, ce qui fait qu'on s'est trouvé un peu dans une sorte de tragédie baroque. L'événement, le feu du ciel s'abat tout d'un coup, et puis quelques jours plus tard, à l'acte, il n'y a pas loin entre l'acte 1 et l'acte 5, vous voyez. L'édifice a été réouvert très vite. La matière change, écrivez-vous, la fonction perdure. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est la fonction, la matière change, c'est-à-dire que l'édifice est perpétuellement reconstruit en raison du fait que la matière vieillit. C'est la fameuse histoire que Plutarque raconte là, sur la barque de Thésée, qui font continuellement reconstruire au point qu'on se demande si c'est toujours la même. Mais la fonction reste identique. C'est une fonction cultuelle. Et cette fonction cultuelle, elle n'a pas changé, sauf dans ses modalités. Elle n'a pas changé depuis l'époque mérovingienne jusqu'à nos jours. C'est ça qui est un point très intéressant que vous soulevez au début de l'ouvrage, c'est que vous dites Notre-Dame, avant d'être un monument, avant d'être un chef-d'œuvre, c'est d'abord un site où on vient prier. Oui. Je pense que Victor Hugo met le doigt sur quelque chose de très important. C'est le caractère sacral de certains lieux qui sont prédestinés. Lui, il parlait des montagnes en particulier. Parce que là, on n'est pas à une montagne, parce que justement, il y a la montagne Sainte-Geneviève qui est juste à côté, mais où il y a effectivement on est au pied d'un fleuve qui va de l'est vers l'ouest. Déjà, ça, c'est mystérieux, avec le courant. Les deux bras de ce fleuve, et il faut conquérir le terrain qui est au milieu. Et je pense que cette position géographique confère au lieu quelque chose déjà de magique, dès le départ, de sacral, pour parler comme les Allemands, et qui est différent du sacré. Et ce sacral est le fondement, à mon sens, du succès de Notre-Dame comme lieu sacré. Mais est-ce que c'était un lieu où on allait prier, un lieu sacré, avant l'ère chrétienne ? Oui. Oui. C'était même sous l'ère du temps des Gaulois et du temps des Romains. Oui.
Mathieu Lours, il y a un point commun entre ces premiers siècles de l'ère chrétienne justement et le grand siècle que vous abordez, c'est que le politique vient souvent se mettre à genoux devant le religieux. Oui, Notre-Dame au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est vraiment le théâtre des cérémonies de l'État. Le roi est à Versailles, mais l'État est à Paris, avec la permanence des institutions comme le Parlement, la Cour des comptes, la Cour des aides. Et lorsqu'on doit célébrer un grand moment de la vie de l'État, un tédéum vient souligner à Notre-Dame. Il y en a 250 entre le règne de Louis XIII et 1790, parce que ces tédéums ont aussi marqué tout le début de la période révolutionnaire. Il y en a eu pour la prise de la Bastille, pour l'abolition des privilèges. Et ça prépare finalement un statut particulier pour cette cathédrale qui n'était ni Saint-Denis ni Reims. L'église identitaire de la monarchie, c'est Saint-Denis. L'église des Sacres, c'est Reims, avec le rôle aussi de l'abbatiale Saint-Remy, avec la présence de la Sainte-Ampoule. Donc cette construction monarchique faisait de Notre-Dame l'église du serment, où en revenant du Sacre, le roi se mettait à genoux devant l'évêque de Paris, qui n'était pas archevêque jusqu'en 1622, et fait le serment de défendre les libertés des églises gallicanes, c'est-à-dire les singularités et l'indépendance vis-à-vis du pape des églises de France. Reims et Saint-Denis ont été balayés par l'histoire comme lieu politique, Notre-Dame est restée. Parce que c'était justement le lieu de l'exercice. On va y revenir justement sur Notre-Dame qui est restée, mais quand même, Jean-Pierre Cartier, vous expliquiez, il y a un lien très fort entre Dieu et le roi et le pouvoir royal. D'ailleurs, à Notre-Dame, au fond du maître-autel, il y a un monument qui incarne ce lien spécial entre la royauté et le catholicisme. Oui, en fait c'est une évolution. C'est justement à partir du XVIIe siècle que, si vous voulez, Notre-Dame va devenir le sanctuaire marial des rois. Et en fin de compte, c'est le vœu de Louis XIII, donc en 1638, qui va marquer ceci et qui va donner à Notre-Dame sa spécificité, non pas pour l'ensemble des cathédrales, puisque toutes les cathédrales vont commémorer le vœu de Louis XIII, mais pour Notre-Dame, c'est son identité. Elle est le lieu de la mémoire de ce vœu. Et ça a été marqué très nettement donc avant la Révolution, puisque le texte du vœu est introduit dans les textes fondamentaux. Ce dont il s'agit. Le vœu de Louis XIII, c'est un texte donc qui a été donné, les lettres qui ont été données en février 1638, mais qui sont le résultat d'une évolution qui a duré déjà depuis plusieurs années. On peut dater à peu près de 1630 à 1638, à peu près le moment où ce texte a connu son élaboration finale. Et en fait, c'est un vœu de consécration du roi, de sa personne, de ses sujets, de son royaume, de la France, à Marie. Et ce n'est pas allié, bien évidemment, avec l'événement qui aura lieu en 1638, un petit peu plus tard, de la naissance du dauphin, parce que beaucoup de gens souvent attribuent ce texte en remerciement. Non, il n'y a pas de remerciement, puisqu'il est antérieur à ces questions. Mais c'est quelque chose qui devient extrêmement le centre de la monarchie. Ça n'empêche pas Louis XIV d'être quand même appelé Louis Dieudonné. Il est appelé Louis Dieudonné, mais ça, Louis Dieudonné, bien évidemment, parce que c'est complexe cette affaire, mais c'est pas lié au vœu. Mais à cette époque-là, en effet, dans les années 1638, au moment de la naissance, 1637-1638, il y a tout un courant, qui est un courant également de religiosité, parce que Notre-Dame était un lieu où on venait prier, pour obtenir, pour les femmes, obtenir donc une maternité. Et il y avait Notre-Dame de Liesse qui était là. Donc, il y a un lien, mais le vœu lui-même n'a pas de lien. D'ailleurs, à aucun moment, quand vous lisez le vœu, il y a de reconnaissance pour la naissance de Louis XIV, qui est un enfant qui est très attendu. Quand Louis XV célébrera le centenaire du vœu, jamais il ne fera non plus allusion à ceci. Je fais un saut dans l'histoire et je regarde justement cet ouvrage qui est encore une fois un magnifique ouvrage et qui est dans la tradition des beaux livres sur les cathédrales. Mais là, il y a quelque chose d'assez frappant. Vous disiez, Jean-Michel Lignot, que la reconstruction était rapide, mais il y a eu effectivement un acte brutal et qui a été cet incendie. Et il y a quand même beaucoup d'images qui sont consacrés et qui reviennent sur cet incendie. Comment, dans l'élaboration de l'ouvrage, justement, on a essayé de penser
et on a vu cet événement, comment il s'inscrit aux yeux des historiens et du collectif qui réalise un tel ouvrage dans l'histoire et dans les étapes de Notre-Dame. Déjà, l'incendie a été un sujet photographique extraordinaire qui a mobilisé des quantités de photographes de très très grands talents. C'était l'occasion ou jamais de représenter cela. C'est quelque chose de néo-pyranésien, si vous voulez. Mais il y a aussi une question d'opportunité. Dans la première édition de cet ouvrage, l'éditeur n'a pas pu faire autrement que de présenter les photos de l'état d'après l'incendie, puisqu'il n'avait pas accès aux photos postérieures à l'incendie, aux travaux. Et c'est dans une deuxième édition, qui est postérieure à la réouverture de la cathédrale, que l'éditeur a remplacé un certain nombre d'images par des photos postérieures. Personnellement, je trouve la première édition plus belle. Mais ouais, voilà, écoutez, c'est celle dont je dispose, mais enfin, en tous les cas, la deuxième a quand même beaucoup de cachets et on la recommande à nos lecteurs. C'est un sanctuaire, on le disait tout à l'heure, c'est un sanctuaire politique et ça traverse les siècles et même la séparation de l'Église et de l'État. C'est ce qui fait aussi la force et ce qui explique aussi l'émotion qu'il y a eu au moment de l'incendie de Notre-Dame. Alors je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, si c'est en 30 secondes. Sous le règne de Louis XIV, les relations entre l'Église et la monarchie ne sont pas du tout des relations iréniques. Au contraire, c'est conflictuel en permanence. Ça commence très tôt, vous l'expliquez d'ailleurs, même sous Philippe Auguste. Non mais là je parle de Louis XIV, le cardinal, celui qui est encore le cardinal de Retz, est emprisonné sur ordre de Mazarin, il réussit à s'enfuir de sa prison, mais il envoie des ordres aux dignitaires de son chapitre et à ses curés pour créer la révolution dans Paris. Et Louis XIV a écarté définitivement le cardinal de Retz de toute fonction politique. C'est exactement à l'époque aussi où il y a une affaire militaire très conflictuelle entre le pape et Louis XIV, donc vraiment, c'est pas simple. Il y a vraiment la question de l'Église gallicane qui va revenir au XIXe siècle. La question de l'Église gallicane, c'est pas seulement la défense de la monarchie qui défend l'Église par rapport au pape, c'est la défense de l'Église qui se défend par rapport au roi. Et donc ce gallicanisme revient en force au XIXe siècle, et moi je dirais paradoxalement, c'est beaucoup plus calme. Finalement, le gallicanisme de Napoléon III et même le gallicanisme de la Troisième République, il est beaucoup plus tempéré qu'au temps de Louis XIV. Alors, quand vous parlez du gallicanisme, puisqu'on on y va sur le gallicanisme de la Troisième République de Napoléon III, c'est une forme de nationalisme. C'est une forme de nationalisme oui. Par rapport à Rome ou par rapport au pouvoir politique. Parce que les deux. Les relations après avec la Troisième République et le pouvoir politique vont être assez complexes et connaître plusieurs étapes. L'Église, Bossuet le dit, la défense de la liberté de l'Église gallicane, c'est à la fois contre le pape et contre le roi. C'est que l'Église veut s'imposer comme indépendante. L'Église de France veut s'imposer comme indépendante entre les deux. Est-ce que, justement, Notre-Dame, et en quoi Notre-Dame est un lieu et incarne justement cette tension avec l'Église de Rome et avec le pouvoir monarchique ? Prenons le vœu de Louis XIII. Le vœu de Louis XIII, le roi n'a pas absolument demandé à personne l'autorisation de consacrer son royaume. Après tout, il aurait pu solliciter courtoisement Alexandre VII ou son successeur, avec lequel il était en conflit, mais non, il ne l'a pas fait. Et, il n'a jamais fait intervenir dans les affaires internes la papauté. Tout ce qu'il a demandé au pape, c'est de l'aider à régler la question du jansénisme, mais pas plus. Et, alors ça se calme sous Louis XV, bien sûr, mais pendant la Révolution, l'un des enjeux de la Révolution, c'est d'essayer de faire en sorte que l'Église s'intègre au dispositif révolutionnaire. Alors justement, parmi les paradoxes, c'est la Révolution qui fait, vous dites, écrivez-vous, entrer Notre-Dame dans l'histoire nationale. Pourquoi ?
Bien, tout simplement parce que, comme vous le soulignez là à l'instant, il y a le vote il y a une réforme générale de l'État, et dans cette réforme générale de l'État, donc on réforme l'organisation de l'Église, et il y a la constitution civile du clergé qui donne à l'Église une place d'institution à l'intérieur des rouages du fonctionnement de l'État qui est ici. Donc, à partir de ce moment-là, elle est reconnue beaucoup plus que sous l'Ancien Régime, où là, c'était le sort d'une fonction. Là, désormais, il y a la constitution civile du clergé, avec un clergé qui est nommé, etc., qui devient vraiment un clergé fonctionnaire de l'État. Et les évêques constitutionnels qui vont être élus pendant la période révolutionnaire sont eh bien des instruments, oui, dans d'une certaine vision de la fonction de l'État. Et ça va perdurer ceci après avec le Concordat. Avec le Concordat, véritablement, l'Église va être au service du pouvoir politique, même s'il y a des tensions entre Napoléon, le pape Pie VII, etc., et des tensions qui peuvent être très grandes. Sous Napoléon Ier, il faut tout de même reconnaître que l'archevêché de Paris a été vacant pendant une très très longue période, et qu'on n'a pas reconnu la nomination du cardinal Maury comme archevêque de Paris. Il n'a pas obtenu, n'est-ce pas, ces lettres de nomination de la part du Saint-Siège. Mathieu Lours, c'est ça qui, finalement, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, fait que, finalement, Notre-Dame va perdurer comme objet, finalement, objet politique, et d'être ce fameux sanctuaire politique, même si parfois, effectivement, les relations sont extrêmement tendues ou très conflictuelles. Bon, le sacre de Napoléon et bien évidemment, après la séparation de l'Église et de l'État. Oui, parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent à ce moment-là. D'abord, parce que la Révolution, c'est le moment où Notre-Dame devient propriété de l'État. Par la constitution civile du clergé, elle devient effectivement de la nation, propriété de la nation, et c'est l'État qui en a la charge. À la différence des églises paroissiales qui vont aux communes, les cathédrales deviennent des églises entretenues, financées par l'État. C'est d'ailleurs toute la polémique qu'il y a autour de l'incendie. Hein. Après, parce que c'est de savoir si effectivement l'État, et en particulier à travers le ministère de la Culture et la Direction des Affaires culturelles, a alloué les moyens nécessaires pour pouvoir gérer, et en particulier la surveillance des incendies. Oui, ça c'est... Comme tout propriétaire, l'État est soumis aux règles du clos, du couvert, de la sécurité. Oui. L'ouvrage ne revient pas sur l'enquête, d'ailleurs, mais ça fait partie des points aveugles de l'enquête sur l'incendie de Notre-Dame. Mais effectivement, au XIXe siècle, pour en revenir à la question politique, il y a aussi une autre nouveauté, c'est que Notre-Dame devient une église dynastique. Oui. C'est-à-dire qu'on a des baptêmes, tous les régimes politiques, la Restauration, la monarchie de Juillet, l'Empire et le Second Empire, ont tous fait de Notre-Dame le cadre de cérémonies qui sont des baptêmes et des mariages. Ce n'était pas du tout le cas sous l'Ancien Régime. Donc il y a une forme de personnalisation du rapport à Notre-Dame. Et avec la forme républicaine de l'État qui s'affirme à partir de 1870, eh bien, on a des relations qui se transforment immanquablement, parce que là, on n'a plus cette personnalisation, mais on a quand même ce fonctionnement parallèle. Puis il y a aussi un autre événement auquel on prête trop peu attention, c'est en 1805, Notre-Dame est des premières églises du monde catholique à obtenir le titre de basilique mineure. C'est-à-dire que le pape lui donne le statut d'une église qui a la même dignité qu'une église romaine. Alors aujourd'hui, en France, on a plus de 150 basiliques, mais en 1805, c'est un des premiers cas, on en fait l'égal d'une des grandes églises romaines. Ça rentre dans le projet napoléonien de faire résider le pape à Fontainebleau, d'avoir un partage de la papauté, un temps à Rome, un temps à Paris. Mais ça crée un lien avec le pape, qui n'existait pas sous l'Ancien Régime. Et ça, aujourd'hui, c'est fondamental. Ce statut basilical de Notre-Dame, qui n'est pas assez souligné d'ailleurs. Que Pie VII ne voulait pas au départ. Oui, mais il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. C'est, vous dites d'ailleurs, Jean-Pierre Cartier, un lieu de célébration liturgique. On doit d'abord y célébrer la messe. En quoi est-ce si original ? C'est pas original, mais enfin c'est bon de le rappeler de temps en temps que les cathédrales sont d'abord des espaces de célébration liturgique. Parce que aujourd'hui, l'évolution des choses se faisant, il y aurait une tentation, je dirais, de transformer ceci en un musée
dans lequel on déambulerait pour regarder un musée religieux, n'est-ce pas? Et puis, à un moment donné, il y a une célébration que l'on regarderait de manière extérieure, comme si c'était un peu un usage folklorique de cet endroit. Ça, c'est quelque chose qui est terrible pour l'Église. Et non, la cathédrale a été voulue vraiment comme un espace liturgique, et le réaménagement intérieur de la cathédrale, d'ailleurs, le dit de manière extrêmement forte, puisque quand on pénètre dans la cathédrale au niveau du narthex, on tombe tout de suite sur un baptistère. Et le baptistère est tout de même le lien qui rappelle que les gens qui viennent là, c'est un appel, l'appel donné par la façade, et ensuite du peuple chrétien, donc le baptême qui fait l'ensemble. Il y a eu une volonté, enfin il y a toujours une tension pour maintenir cette dimension liturgique dans la cathédrale. On rappelle le narthex, pardon, on va dire ça de façon très simplifiée, mais c'est l'entrée de la cathédrale, et le baptistère, c'est là où effectivement où on baptise. Mais c'est intéressant de rappeler ces points-là, parce que finalement les cathédrales ont été à l'origine aussi un grand livre de pierre de catéchisme, et pour un peuple qui ne savait pas forcément lire, et finalement cette fonction perdure, demeure, même si elle est plus culturelle aujourd'hui, Jean-Michel Ligny. Alors le paradoxe, c'est qu'au départ, les cathédrales n'avaient pas de vocation paroissiale. Elles n'étaient pas faites pour le peuple. Elles étaient faites pour le conseil de l'évêque, qui était le chapitre. Et finalement, c'est le Concordat, au XIXe siècle, qui a confié aux cathédrales en France cette fonction paroissiale. Et cette fonction paroissiale s'est développée au cours du XIXe siècle, mais je dirais qu'aujourd'hui, elle a été dépassée par la fonction basilicale. C'est une sorte de lieu de pèlerinage. Mais en tant que paroisse, Notre-Dame ne compte plus beaucoup. Il n'y a plus de première communion, je pense. Elle n'est plus paroisse. Voilà, elle n'est plus paroisse depuis le cardinal Luciger. Elle n'est plus paroisse. Donc voilà, c'est vraiment... Il y a une image passionnante, et pour revenir sur l'histoire, il y a deux images passionnantes sur lesquelles j'aimerais bien revenir. D'abord, Mathieu Lours, c'est celle du Paris de Louis XIII, et on voit effectivement dans le livre, au chapitre que vous abordez, c'est que on voit que la cathédrale est quand même assez enserrée par les habitations alentours et par les bâtiments alentours, et finalement il y a peu de monde. C'était comme ça à l'époque ? Alors, il faut imaginer que l'île de la Cité, c'est le cœur démographique de Paris. C'est un des quartiers les plus densément peuplés. Il y a 17 églises, dont 13 sont paroissiales sur l'île de la Cité. Parce que dans un îlot de 6 maisons, 6 ou 10 maisons, comme la paroisse Sainte-Marine, vous pouvez avoir quasiment 1 millier de personnes. Et donc, on est au cœur de l'urbain. Et les vues du XVIIe, d'ailleurs, sont toutes des vues où on a un peu trafiqué la perspective pour donner l'impression qu'on a du recul. Mais ce parvis est en réalité un parvis 6 fois plus petit que le parvis actuel. Donc on a une vision dynamique de la cathédrale, et elle est enserrée au milieu de la Cité Sainte, avec les habitations des chanoines au nord, le palais archiépiscopal au sud, l'hôtel-dieu au sud du parvis actuel, ensuite l'hospice des enfants trouvés, la rue Neuve-Notre-Dame, où il y a tous les libraires qui sont installés. Donc elle n'est pas comme aujourd'hui dans ce que la cité est devenue depuis les travaux haussmanniens. C'est-à-dire le centre administratif de la ville, lui reste que la place Dauphine et l'angle nord-est dans lequel on a encore des habitations. Donc ce basculement d'échelle, d'ailleurs, c'est ce qu'a compris Viollet-le-Duc quand il a retravaillé les abords et qu'il a monumentalisé la nouvelle flèche. Avant d'aborder justement l'époque de Viollet-le-Duc, comment le classique a pu se marier avec le gothique ? Alors, il s'est marié de la manière la plus naturelle pour l'époque. C'est-à-dire que la structure gothique demeurait, on y insérait à l'intérieur un grand décor classique, essentiellement dans le chœur, dans le sanctuaire et pour le jubé, et on dissociait d'une certaine manière la forme de l'architecture et le goût du décor. On a toujours été fasciné par l'architecture gothique. On a construit en gothique pendant tout le XVIIe, avec la cathédrale d'Orléans, Saint-Mexan et d'autres reconstructions consécutives aux guerres de religion. Au XVIIIe, les architectes des Lumières sont fascinés par la forêt gothique, la luminosité du gothique, y compris des architectes comme Soufflot ou des critiques comme l'abbé Laugier. Ce qu'on exècre, c'est véritablement le décor gothique. Les colifichets, comme dit l'abbé Laugier, les colifichets tudesques. Et donc épurer une cathédrale gothique, entre guillemets, de son décor gothique et lui donner un grand décor classique, c'est considéré comme une mise en cohérence
de deux types de goûts différents. C'est un petit peu ce que prône finalement Gilles Hardouin-Mansart puis Robert de Cotte lorsqu'il réalise cet ensemble exceptionnel avec les meilleurs artistes du temps, Coustou, Coisevaux pour le Il faut noter décor. que le vœu de Louis XIII a duré, son installation, la réflexion puis son installation, ça a duré presque un siècle. Oui. C'est-à-dire qu'on a le temps de réfléchir et de faire quelque chose de bien. On ne fait pas les choses en 3-4 ans. Alors, on ne fait pas les choses en 3-4 ans, certes, à l'époque. Je crois que vous êtes dans les minorités visibles aujourd'hui. Je vous dis, Jean-Michel Liennou, vous êtes le seul à vous lamenter qu'on ait reconstruit aussi vite Notre-Dame. Non, justement, j'ai dit le contraire tout à l'heure. Oui, mais enfin, J'ai vous pensé entendez plus que ça a été vite, peut-être un peu trop vite. Ça, je l'ai entendu quand même de mes oreilles. Une question, justement, comment Viollet-le-Duc, lui, va s'inscrire par rapport à cet héritage et comment il voit justement cette épuration du gothique par le classique? Les choses se sont faites en plusieurs temps. D'abord, ça commence sous la monarchie de Juillet. C'est une grande opération politique, là, pour le coup, d'union du corps social autour d'une grande opération patrimoniale, une grande opération médiatique, et il est décidé, en fait, d'en faire le moins possible. On ne refera pas les statues, on ne refera pas la flèche, mais on les fait quand même, on fait quand même les statues, et arrive la monarchie, la Seconde République, il n'y a plus d'argent. Donc tout s'arrête. Sous la C'est seconde... pas particulièrement bigote, hein, la Seconde République. Sous le cardinal Cibourg s'agite et obtient une rallonge de crédit. Et le chantier repart, mais très 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 doucement. Et ça redémarre vraiment à partir du mariage de Napoléon III en 1853. Et une fois que Lassus est mort, Viollet-le-Duc a désormais les coudées franches, et il obtient toute une série de décisions qui n'ont pas été vraiment discutées. La reconstruction de la flèche, la peinture, le décor peint de toutes les chapelles, le réaménagement du chœur. À un moment, il envisageait de supprimer le vœu de Louis XIII, et puis il a compris que c'était quand même, c'était pas une chose à faire. Enfin, il a enlevé des décors de marbre. Ça s'est fait petit à petit, sans véritablement projet expressément signalé. C'est intéressant parce que ça rappelle une certaine époque où on a aimé accélérer sans passer et sans se faire trop embêter par les problématiques administratives. Finalement, vous avez trouvé que c'est un petit peu trop rapide cette reconstruction, mais finalement, sous Viollet-le-Duc, il a su s'affranchir de certaines normes ou de certains... Fait exactement la même chose. Viollet-le-Duc, d'ailleurs, était un coutumier de la chose. C'est très impressionnant dans le livre de voir, d'ailleurs, on voit quelques photos, et ça c'est l'un des intérêts du livre aussi, de voir quelques photos de la restauration sous Viollet-le-Duc et des travaux qui sont entrepris à ce moment-là. Et là, c'est un immense chantier, et on ne le voit pas sur cette photo, mais on en voit sur d'autres, d'immenses tas de gravats qui sont devant Notre-Dame de Paris, qui bouchent Notre-Dame de Paris à ce moment-là. Ce que je trouve absolument fascinant, c'est le chantier de substruction du nouvel Hôtel-Dieu. Le parvis est entièrement dévasté. On a détruit l'ancien. On est en train de construire le nouvel Hôtel-Dieu. Les Parisiens ont dû... Je pense que les Parisiens du Second Empire ont dû se trouver dans une ville. Voilà. Alors, on voit effectivement Parisien un Paris qui est quand même sous les gravats. Et voilà, c'est bien devant Notre-Dame de Paris. Et ce n'est pas Notre-Dame de Paris après un bombardement de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, mais bien au XIXe siècle. Oui. Et ça, c'est ce qu'on peut découvrir justement. Parce qu'il y avait la même chose à l'Opéra Garnier, il y avait la même chose dans les grands boulevards. Tout Paris était dans cet état. C'est un point intéressant quand même néanmoins, et peut-être que c'est parce que vous avez vu et vous avez étudié Viollet-le-Duc, vous dites, Jean-Michel Liennou, c'est que Notre-Dame de Paris permet de vivre l'histoire au présent et en particulier de vivre l'histoire du Moyen-Âge. Bien sûr, parce que malgré les transformations de Notre-Dame, ces transformations successives, il reste dans cet édifice
un nombre important d'éléments du Moyen-Âge, des éléments de décor, des éléments d'architecture, auxquels peuvent s'accrocher, pour ceux qui les connaissent, mais il faut les enseigner, peuvent s'accrocher des quantités de souvenirs de notre histoire. Et puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, Notre-Dame, c'est le lieu de l'histoire nationale, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a deux points juste avant qu'on se quitte, mais Jean-Pierre Cartier, il y a eu quand même d'autres événements à Notre-Dame, et en particulier ces dernières décennies, il y a eu des... Alors, on a parlé tout à l'heure du sacre de Napoléon, mais il y a eu les cérémonies pontificales. On en parle peu dans le livre. Oui, on en parle peu dans le livre. Oui, les cérémonies pontificales. Et de Benoît XVI. Oui, et il y a, avant la guerre, il y a la venue du cardinal Pacelli, futur Pie XII, qui fait un sermon qui est resté dans toutes les mémoires à Notre-Dame de Paris, où il chante la sainteté de la nation française. Et ensuite, bien sûr, il y a la venue de Jean-Paul II, avec une particularité au moment de la venue de Jean-Paul II, c'est que la première célébration liturgique qui a lieu, elle a lieu sur le parvis, la façade servant de fond à cette messe, et c'est la première fois que sur un plan sacramentel, enfin donc liturgique, on associe le dehors et l'intérieur, ce qui va devenir... C'est une intuition, ça qui n'est pas celle du cardinal Lustiger. Il va la reprendre, notamment pour les célébrations solennelles des ordinations sacerdotales. Ça, c'est encore eu lieu, donc, la dernière fois, selon ce schéma. Mais en fait, il faut le attribuer à Monseigneur Bérard, qui était l'archiprêtre de cette époque, qui a joué un très grand rôle dans l'histoire de la cathédrale, qui a... pour la première fois, voulu cette célébration sur le parvis avec donc la cathédrale en arrière-plan. Et ça, c'était nouveau et c'est demeuré. C'est à mon sens, pour l'histoire liturgique de la cathédrale, c'est un point important. D'un mot, puisqu'il faut se quitter, que préférez-vous dans Notre-Dame, Jean-Michel Lignot ? Ce que je préfère, c'est le vœu de Louis XIII. Je trouve ce collage extraordinaire du baroque et du... C'est Versailles c'est Versailles. On va revoir justement c'est Versailles à Notre-Dame. Moi, je trouve ça fantastique. Il fallait avoir un culot prodigieux. À notre époque, qui se targue d'art contemporain, là, on peut dire vraiment qu'on avait fait quelque chose de prodigieux. Jean-Pierre Cartier. Je ne veux pas redire la même chose, donc c'est ça. Mais non, moi, c'est simplement ce que j'aime à Notre-Dame, particulièrement. Et maintenant elle était très bien mise en valeur, c'est la Vierge de Vassé, la Vierge à l'enfant, donc qui avait été commandée par le cardinal de Noailles pour être à l'entrée, et maintenant elle est à l'entrée du cheminement dit de pèlerinage à l'intérieur de la cathédrale. C'est une très très belle Vierge, d'une beauté absolument sublime. Mathieu Lours. Et on va continuer dans le paradoxe avec Jean-Michel Legnaud. Moi, c'est la flèche de Viollet-le-Duc. C'est parfait. Vous avez travaillé parfaitement en harmonie, comme ceux qui ont reconstruit Notre-Dame, y compris autour de ce plateau. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous votre passion et vos connaissances sur Notre-Dame. Les résurrections de Notre-Dame, histoire, architecture, liturgie, les meilleurs spécialistes sont dans ce livre, y compris notre excellente consoeur qu'on salue, Claire Baumlard, et c'est aux éditions Place des Victoires. C'est un livre et une œuvre magnifique, un chef-d'œuvre magnifique. On n'oublie pas bien sûr les autres ouvrages auxquels vous avez collaboré, Mathieu Lours, ceux auxquels vous avez collaboré également, Jean-Michel Lignot et Jean-Philippe Cartier, et puis le hors-série, le Figaro hors-série sur Notre-Dame également, qui est une référence qu'il faut effectivement lire et avoir. Je vous demande pardon, Jean-Pierre Cartier, puisque je viens de vous appeler Jean-Philippe, oui. Mais c'est Jean-Pierre Cartier et je vous invite à découvrir, bien évidemment, sa contribution dans les résurrections de Notre-Dame. Merci. On continue, bien sûr, cette émission avec les ouvrages qu'il faut lire cet été. On a demandé aux spécialistes du Figaro. On reste dans la lecture, on reste dans la culture.
Et je vois Mohamed Aïssaoui s'installer. Le Figaro littéraire a publié fin juin ses conseils pour l'été. On va piocher avec vous, hein, Mohamed. Et puis on est à Paris, en Ile-de-France. Et Jean-René van der Platzen, dont les lecteurs du Figaro Magazine peuvent lire avec délice et délectation les chroniques chaque samedi, ou dès le vendredi d'ailleurs, hein, pour les plus privilégiés, vous a préparé une sélection des meilleurs livres à lire sur Paris. D'abord une question, messieurs. Le meilleur roman à lire sur Notre-Dame, c'est lequel, Mohamed ? Ah, c'est toujours Victor Hugo encore, et toujours. Pas mieux ? Non, je crois qu'il n'y a pas mieux. L'histoire d'Esmeralda et de Quasimodo, c'est quand même tout simplement un chef-d'œuvre. C'est quoi ? C'est ça que vous préférez dans Notre-Dame de Paris ? C'est la relation entre Esmeralda et Quasimodo ? Ah oui, parce que l'amour de Esmeralda pour Gaston Phébus, c'est très romanesque, mais la fin, quand Quasimodo vient. Vous n'allez pas spoiler, hein. Alors, non. Attention, il faut quand même que nos téléspectateurs redécouvrent Notre-Dame de Paris. Il faut le relire. Il faut le relire, mais c'est quand même gros. Hein. C'est gros, mais avec la maturité qu'on peut avoir, et puis avec surtout ce qu'on sait, la représentation de Notre-Dame, je pense que le roman prend encore une ampleur autre. Et c'est fantastique comment un livre peut changer, même s'il reste évidemment le même, mais parce que l'environnement a changé. Alors, il y a ce point-là, bon, bien sûr, le meilleur roman sur Notre-Dame, mais il y a Notre-Dame de Paris comme scène de roman. Est-ce qu'il y a un roman ou un livre qui évoque Notre-Dame de Paris que vous recommanderiez, Jean-René ? Alors, pendant que vous cherchez, moi, je peux vous recommander le montage de Vladimir Volkov, qui raconte les méthodes de désinformation de l'Union soviétique en France au début des années 80, et qui est un livre absolument formidable. Et il y a une scène où il raconte le recrutement par le KGB d'un fils de Russe blanc orphelin le jour de l'enterrement de son père sur la galerie des Chimères. C'est une scène formidable, inspirée de Faust. Et donc ça fait partie des scènes. Si vous avez une autre scène... Oui, mais alors ce sont des livres d'histoire et non pas de littérature, mais tous les livres qui racontent la libération de Paris, la fameuse scène où on tire sur le général de Gaulle le 26 août 1944, avec toute l'Assemblée qui se jette à plat ventre, et de Gaulle qui fend la foule de façon magistrale et altière, suivi par le général Koenig et le général Leclerc. Ça, c'est une scène absolument extraordinaire. Et donc, c'est retrouvé dans les livres d'histoire. Maintenant que vous m'en parlez, moi, je pense à une scène de Tesson, Sylvain Tesson, où il escalade Notre-Dame. Et c'est formidable, parce qu'il escalade Notre-Dame comme nous, on prendrait l'escalier. Et c'est formidable la manière avec laquelle il raconte à la fois ce qu'il voit, et aussi pour séduire une femme, évidemment. Voilà. Et puis, je pense... Qui n'était pas Notre-Dame. Et je pense aussi à l'ouvrage historique de Marie-Vonne de Saint-Pulgent. C'est une somme fantastique sur Notre-Dame. Sur Notre-Dame, effectivement, elle était venue nous en parler justement au Figaro TV au moment de la réouverture de Notre-Dame. Allez, un livre à lire sur Paris avec vous, Jean-René, un livre à lire à Paris avec vous, Mohamed. On commence avec vous, Mohamed. Un de vos premiers coups de cœur, c'est Camille Laurence, oui. Ta promesse, succès public et Grand Prix RTL Lire. Exactement. Ta promesse raconte une histoire presque banale, hein, qui est une relation toxique entre un homme et une femme. Mais la manière, le dispositif narratif qu'elle a mis en place, si on veut schématiser, c'est Anatomie d'une chute, version romanesque. Et c'est formidable parce que tout monte en tension, il y a un thriller psychologique, et c'est presque l'anatomie de l'âme humaine. Et elle a vraiment réussi, alors qu'elle est déjà à une trentaine de romans, à franchir un nouveau palier où elle séduit aussi bien la critique que le grand public. D'ailleurs, elle a eu le Grand Prix RTL Lire. Et donc, c'est chez Gallimard. Parmi vos classiques, Jean-René, il y a un livre que vous voulez absolument recommander et que vous m'avez absolument recommandé, c'est un livre d'Aragon. On aura tout entendu au Figaro. Tout à fait. On peut dire que le plus grand écrivain français du XXe siècle est Céline, qui était une personne pas très recommandable. On peut dire qui a écrit pas mal sur Paris, d'ailleurs. Voilà, on peut dire aussi que le plus grand poète du XXe siècle était Aragon, qui n'était pas une personne recommandable non plus. Et dans Le Paysan de Paris, que Mohamed a certainement lu, Aragon nous montre
comment en fait, la personne normale ne sait pas regarder Paris. Et lui, il se promène dans le quartier autour du Figaro, le passage des panoramas, le passage de l'Opéra, les grands boulevards, et il va observer, voir et décrire, avec son talent inimitable, tout ce que nous autres, nous ne voyons pas. Ça peut être une publicité pour des eaux minérales à l'époque, ou pour une lotion capillaire, puisqu'on parlait comme ça à l'époque entre les deux guerres. Ça peut être aussi le manège d'un personnage qui tourne dans un des passages autour de l'opéra. Et ce livre, je pense, non seulement c'est un livre important dans l'histoire du surréalisme, il a deux prolongements. Un roman d'Aragon, qui, à mon avis, un des plus beaux romans d'amour du XXe siècle, qui s'appelle Aurélien, qui est le portrait de son ami Pierre Drieux-La Rochelle, où toute l'action se passe dans Paris, et notamment sur l'île de la Cité. Et puis un autre livre, qui est Nadja, qui est aussi un des manifestes du surréalisme, écrit par André Breton. Et c'est une histoire d'amour également. Et une errance à Paris. Et une errance dans Paris. Voilà. Pas très loin d'ici d'ailleurs, du Figaro. Alors, on reste au Figaro, puisque dans les palmarès du Figaro littéraire, Mohamed, il y a un autre classique, enfin un autre livre que vous vouliez recommander, c'est celui de Jean-Paul Enthoven. Oui. Là, on a fait un saut dans les années. Je me retournerai souvent. Mais on a fait un saut, mais c'est des souvenirs, ce sont des souvenirs. Et, grand éditeur parisien. En plus, qu'il ne l'est plus, mais c'est super qu'il garde sa fibre d'écrivain, parce que là, justement, je me retournerai souvent, c'est ces rencontres, c'est ce qu'on appelle un exercice d'admiration. Et là, il parle par exemple de Camus, parce qu'il habite dans l'immeuble de Camus, donc il va plonger dans son œuvre, etc. Il parle de Sioran, de Solers, donc on est quand même dans le contemporain. Et c'est cette manière d'observer la vie à travers des auteurs. Il parle admirablement bien de Paris, mais de la Toscane aussi. Et donc, j'ai beaucoup aimé cet exercice d'admiration. Et parfois, il n'hésite pas à donner un petit coup de griffe, mais il revient vers la fin en retrouvant de la douceur. C'est un texte, un bijou littéraire. Je me retournerai souvent. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre aussi, que j'ai lu. Vous l'avez chroniqué. Oui, tout à fait. Et il est d'ailleurs beaucoup question d'Aragon. Oui. Longtemps, Jean-Paul Enthoven nous a dit qu'il avait bien connu Aragon, et c'est une des têtes de chapitre. Il dit de mémoire, contrairement à tout ce que j'ai pu dire ou prétendre ou écrire, je n'ai jamais rencontré Louis Aragon. Mais la façon dont il en parle est tellement merveilleuse, et tellement enthousiaste, et tellement admirative à juste titre, qu'on lui pardonne cette petite entorse avec la vérité historique ou littéraire. Et parce que les écrivains restent des compagnons, qu'on les ait rencontrés ou pas. C'est ça pour moi. Ça, c'est effectivement, on saura le redire, ça. Alors, il y a un autre livre sur Paris que vous voulez recommander, c'est Le Piéton de Paris. Le Piéton de Paris, et non pas le paysan de Paris. Le paysan de Paris, c'était Aragon. Le Piéton de Paris, c'est un... Et qui n'est pas un hommage à Anne Hidalgo. Non, certainement pas. Je pense que Léon-Paul Fargue, s'il vivait encore, voterait contre Anne Hidalgo, et peut-être même lancerait une liste ou une pétition d'opposition. Voilà. Et donc en fait, c'est un petit peu la même technique que Aragon, mais moins poétique. C'est une déambulation dans Paris, dans des quartiers qui sont aujourd'hui très à la mode et qui à l'époque étaient plus populaires et un peu décriés, le Bois de la Chapelle, la gare du Nord, la gare de l'Est. Et Fargue était un amoureux inconditionnel de Paris. Je suis même pas sûr qu'il ait quitté Paris au cours de sa vie. Et là encore, il raconte tout ce qu'il voit. Il est à Montmartre, il est dans ce Paris du Nord et de l'Est, qui est le contraire du Paris de Marcel Proust. Voilà. Et c'est un livre absolument prodigieux. D'ailleurs, chaque fois qu'on parle de Fargue, on parle du Piéton de Paris. Il a fini par porter le titre d'un de ses livres, puisqu'il n'y a pas de meilleure description. Mohamed, la semaine dernière, Guillaume Gallienne était l'invité du Figaro, du club Le Figaro Culture, et vous avez aimé Le Buveur de brume.
que vous voulez recommander également. Mais oui, d'abord un petit mot sur la collection qui est merveilleuse, cette collection qui s'appelle Ma nuit au musée, où plusieurs écrivains choisissent musée Picasso, etc. Et Guillaume Gallienne, il a décidé d'aller à Tbilissi, la Géorgie. Qui est un peu loin de Paris. Qui est un peu loin de Paris. Et ça a un lien quand même, parce qu'il décide d'aller en Géorgie, c'est le pays de ses ancêtres, et notamment, il veut aller à la Galerie nationale où il y a le portrait de son arrière-grand-mère, qui était une princesse. Et, première ligne, il dit « J'ai voulu aller en tant que Géorgien, on m'a traité comme un touriste ». Parce qu'il reçoit un accueil assez déplorable, mais de cet accueil déplorable, il va plonger dans son identité géorgienne et, je dirais, sans rien spolier, parce que c'est un récit presque de portrait d'un pays, interrogation sur l'identité, il va épouser presque l'ADN géorgien, c'est-à-dire cette capacité à ne jamais rien lâcher, à aller contre vents et marées, parce que évidemment il y a un lien avec l'Ukraine, et j'étais agréablement étonné, parce qu'on se dit toujours un comédien qui écrit, etc. Là, c'est une superbe plume. Et avec un récit parfois fantasque, parfois émouvant. Un classique, Jean René, alors puisqu'on parle des étrangers, on est entre Paris et l'étranger, alors là, cette fois-ci, c'est un Américain à Paris, c'est Ernest Hemingway, et Paris est une fête. Paris est une fête, oui. C'est d'ailleurs un livre qui a été publié de façon posthume, en anglais Movable Feast, donc la fête mouvante. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, qui a été retrouvé à la mort d'Hemingway dans une de ses malles, c'est qu'il raconte ses souvenirs à Paris. À cette époque-là, entre les deux guerres, toute une génération d'écrivains américains sont venus s'installer à Paris parce que la littérature était mieux accueillie en France, et notamment à Paris, qu'aux États-Unis. Donc il y a Scott Fitzgerald, il y a Hemingway, il y a Dos Passos, il y a Ezra Pound, et il y a aussi les femmes aussi, Gertrude Stein, comment s'appelait, Sylvia Beach, la libraire de Shakespeare et compagnie, voilà. Et donc Hemingway raconte tout ça, des scènes extraordinaires avec ses écrivains, un peu comme l'a fait Jean-Paul Enthoven, et on assiste à deux choses. D'abord, comment émerge cette génération dite perdue, qui est extraordinaire, parce que deux des plus grands écrivains américains, Fitzgerald et Hemingway. On assiste aussi à l'éclosion d'un génie littéraire, celui d'Hemingway. Et puis j'ajoute que ça reste... pour qui va déjeuner chez Lippe, on voit encore des Américains arriver avec « Paris est une fête » et demander une salade de pommes de terre et le cervelas rémoulade. Que demandait Ernest Hemingway. Je suis désolé, on va galoper, mais il y a deux ouvrages dont vous vouliez nous parler. On reste avec les anglo-saxons. Le Collège des Bernardins à Paris a consacré au printemps une très belle exposition à Tolkien. Et vous, Mohamed, vous recommandez la lecture du créateur du Seigneur des Anneaux. Bien sûr, le Seigneur des Anneaux fait l'objet de réédition. Et en fait, en un mot, c'est le roman de l'âme humaine. C'est-à-dire que là, l'anneau, c'est l'enjeu du pouvoir, et à partir du moment où quelqu'un a un pouvoir, il y a d'autres personnes qui veulent avoir ce pouvoir et cherchent à le détruire. Ça dit tout. Parmi les classiques, Mohamed, on a également Alexandre Dumas. Les Trois Mousquetaires prennent notamment place dans Paris Renaissance et classiques revisités comme souvent par le 19e siècle, avec en l'occurrence de la truculence. Et Jean-Christophe Ruffin nous emmène en balade avec le propriétaire du château de Monte Cristo, qui se trouve d'ailleurs et se visite à Marly-le-Roi. Oui. C'est autant Enthoven, c'était un exercice d'admiration. Là, c'est une reconnaissance de dette. En un mot, Ruffin dit tout ce qu'il doit à Alexandre Dumas, comme beaucoup d'écrivains. D'un mot sur Paris, Balzac, Zola, Proust ou Céline ? Marcel Proust. Marcel Proust. C'est dur.
Hugo, allez. Balzac. Et moi, ce sera Balzac. Et une dernière recommandation, le retournement de Vladimir Volkov, le recrutement d'un redoutable agent soviétique par les services secrets français dans le Paris des années 60. On passe des Invalides aux églises orthodoxes du 15e arrondissement, en passant par l'ambassade du RSS, qui est à l'époque rue Barbet de Jouy, dans le 7e arrondissement. C'est une écriture délicieuse avec de l'humour, de l'autodérision, de la profondeur et des coups de théâtre. Vous n'allez pas vous ennuyer et c'est à redécouvrir. Merci beaucoup et je vous laisse avec demain Victoire Sicora, l'excellente Victoire Sicora et ses meilleures tables de Paris et d'Île-de-France. Et un grand bravo à Augustin Morio et Célia Gruyère qui ont monté, édité cette émission. Et un grand merci à eux. Bienvenue et restez avec nous sur Bienvenue en Île-de-France.